On l'a dit, cette délégation du Hamas est donc attendue aujourd'hui au Caire. Elle doit se positionner sur l'accord qui circule et qui aurait été amendé, contre-amendé, mais faisons simple, par les Israéliens. Bonjour Ludovic de Foucault. Le Caire, l'Égypte semble avoir vraiment pris la main dans la gestion des négociations. Pourquoi ? Oui, le Caire est à l'initiative, a lancé ce cycle des négociations et le dirige. D'abord, on voit que le Qatar s'est un peu mis en retrait. Le Qatar qui avait joué un rôle central dans la libération des otages israéliens dans l'échange de novembre, le seul échange qui a eu lieu depuis le début de la guerre. On voit que dernièrement, le Qatar a été assez critiqué, notamment par le Congrès américain, qui a eu une réaction du Premier ministre de l'Émirat, qui a dit que désormais le Qatar allait réexaminer son implication dans la médiation. Le Qatar est toujours là, d'ailleurs il y a une délégation en Égypte, mais c'est vraiment maintenant le Caire qui joue les premiers rôles. Pourquoi en particulier dans cette affaire ? Parce qu'aujourd'hui, la situation militaire concerne l'Égypte en premier lieu. L'imminence d'une intervention, l'éventualité d'une intervention militaire israélienne à Rafah, ça concerne l'Égypte. C'est une affaire de sécurité nationale pour l'Égypte parce que Rafah, c'est frontalier avec l'Égypte, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des interventions militaires israéliennes dans la bande de Gaza, la conséquence a été de pousser des civils vers le sud. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont acculés vers la frontière égyptienne. C'est impératif pour l'Égypte de ne pas accepter un afflux de réfugiés palestiniens sur son sol. Le Caire l'a répété maintes et maintes fois. Et puis, par ailleurs, on va peut-être découvrir une carte, mais prendre le contrôle de Rafah pour les Israéliens, ça veut dire prendre le contrôle du corridor de Philadelphie, qui est cette zone tampon entre le Sinaï, la bande de Gaza et Israël. Donc une bande démilitarisée pour la plus grande partie depuis 1978, 100 mètres de large, 14 km de long. Si cette zone devient un champ de bataille, alors les combats pourraient déborder sur le territoire national égyptien, et il n'en est pas question pour le Caire. Donc l'impératif pour le Caire, et il faut le rappeler, l'Égypte qui perd beaucoup d'argent depuis le début de cette guerre, avec un gros coup de frein au niveau du passage de marchandises dans le canal de Suez, avec un gros coup de frein au niveau des revenus du tourisme. Donc l'impératif pour le Caire, c'est pas d'intervention à Rafah, l'instauration d'un cessez-le-feu durable, permanent, en vue d'un arrêt total des combats à Gaza et la reconstruction de la bande de Gaza. Rafah, allons-y justement, vous l'avez dit, c'est dans le sud de la bande de Gaza où se trouvent 1,5 million de personnes, en grande majorité des déplacés, sous la menace toujours donc de cette opération israélienne d'ampleur. Il y a eu des frappes d'ailleurs israéliennes cette nuit. Quelques images tout de suite commentées par Thibaut Francesquet. Des dizaines de tentes recouvertes de voiles d'ombrage pour tenter de limiter la chaleur. À Rafah, les températures grimpent avec le printemps. Pour l'instant, il ne fait que 25 degrés. Mais à l'intérieur des tentes exposées au soleil, les habitants déplacés disent avoir trop chaud. Nous sommes 10 personnes à vivre sous la même tente et nous souffrons de la chaleur et des moustiques. Nous faisons tout à l'intérieur de la tente, la cuisine, le nettoyage, le bain des enfants. Nous faisons tout à l'intérieur de la tente. De plus, j'ai des enfants malades qui ne supportent pas la chaleur et nous sommes à l'étroit dans la tente, nous sortons rarement. Ils sont 1,5 million à vivre aujourd'hui à Rafah selon l'ONU, originaires pour la plupart du reste de la bande de Gaza et déplacés par les combats. Tous ici craignent de devoir passer l'été dans ces tentes lorsque la chaleur approche souvent les 40 degrés dans la bande de Gaza. L'été approche et il apportera avec lui une chaleur extrême, ce qui entraînera plusieurs problèmes. Ce qui aggrave la situation, c'est la présence d'insectes, notamment de mouches et de moustiques, ainsi que d'autres insectes que nous rencontrons pour la première fois. Cela est dû à la pollution et aux déchets qui jonchent le sol. À Rafah, la population vit dans l'incertitude d'une potentielle opération terrestre de l'armée israélienne. Israël l'annonce depuis plusieurs semaines et affirme avoir un plan pour évacuer les civils. Mais la communauté internationale, dont les États-Unis, se montre très réticente face aux risques pour la population. Ludovic de Foucault, ça fait effectivement des semaines que les Américains tentent de retenir le bras des Israéliens vis-à-vis de cette opération à Rafah.
qui serait peut-être mise en suspens si cet accord est signé. On y reviendra bien sûr si tel était le cas, mais est-ce qu'on sent, pour nuancer un peu ce qui vient d'être dit, que les États-Unis, sur la question de l'intervention à Rafah, ont un petit peu évolué? Peut-être, il y a beaucoup de peut-être dans cette affaire, parce qu'il semble que le Premier ministre israélien ait tenté de convaincre les Américains d'accepter l'idée d'une intervention militaire israélienne sur Rafah en échange d'une riposte limitée, modérée contre l'Iran, après l'attaque massive de l'Iran contre Israël il y a 2 semaines. Maintenant, la position de principe des États-Unis reste très réservée par rapport à une intervention israélienne à Rafah. D'après Thomas Friedman du New York Times aux États-Unis, Joe Biden pourrait réfléchir à restreindre la vente de certaines armes à Israël si l'État hébreu devait lancer une opération militaire à Rafah, malgré les objections de l'administration américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'idée d'une intervention serait acceptée, mais selon certaines conditions, des conditions humanitaires, on l'imagine. Voilà, il y a énormément de peut-être, je vous l'ai dit. Biden et Netanyahou se sont parlé au téléphone hier, et d'après le compte-rendu de la Maison-Blanche, on voit quand même que le ton américain a un peu changé. Le compte-rendu montre un Joe Biden qui répète sa position de base, donc des réserves quant à l'idée d'une intervention, mais en même temps, il demande que des progrès dans la fourniture de l'aide humanitaire, je cite, soient soutenus et renforcés. Alors que lors du précédent appel, il y avait un ton qui était beaucoup plus ferme, limite intraitable. Il disait le futur soutien des États-Unis à Israël dans la guerre dépend de la mise en œuvre rapide de nouvelles mesures pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires. Donc on était un petit peu plus sur le ton de la menace, on l'est un petit peu moins. Est-ce que ça augure d'un changement? Voilà, il faut noter ces petites nuances. Autre débat pour finir sur ce sujet, et Pauline Godard l'a évoqué tout à l'heure à Jérusalem, c'est celui qui existe au sein de la coalition. Oui, parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est sous la pression de ses alliés d'extrême droite à propos de cette intervention à Rafah, et au premier rang desquels Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Il veut absolument une intervention. Il a déclaré, je le cite, « Si le Premier ministre annulait l'opération à Rafah, le gouvernement qu'il dirige n'aurait pas le droit d'exister. » Donc c'est assez définitif. Et la réponse est venue de Benny Gantz, donc de l'opposition, mais qui, contrairement à Bezalel Smotrich, siège, lui, au cabinet de guerre. Et c'est lui qui a répondu en disant « Le gouvernement n'aurait aucun droit d'exister si ses membres empêchaient un échange otages israélien contre prisonniers palestiniens. » Donc pour lui, comme pour beaucoup de manifestants en Israël, et on le voit très régulièrement, le retour des otages est plus important qu'une opération militaire à Rafah. Netanyahou, lui, il est au milieu, il sait que sa majorité dépend de ses alliés d'extrême droite, mais il sait aussi qu'il y a cette pression de plus en plus forte au niveau de la rue, au niveau des familles des otages. La guerre dure, sans qu'aucun des objectifs définis par le Premier ministre, pour l'instant, n'ait été atteint, la libération des otages ou la destruction totale du Hamas. Merci beaucoup Ludovic. Je rappelle donc qu'on attend des nouvelles d'Égypte où une délégation du Hamas doit arriver pour se prononcer sur cet accord, ce projet d'accord qui aurait été amendé par Israël. Encore une fois, énormément de précautions. Il y a eu beaucoup de faux espoirs depuis le 7 octobre sur ces négociations.